Donc bonjour à tous, bonjour Mickaël, Salut. et on a aussi Frédéric Delavier. Bonjour Frédéric. Salut tout le monde. Donc on va faire notre premier podcast entre nous pour cette fois, puisque on a le temps. Alors on va profiter de la présence de Frédéric pour poser quelques questions en rapport avec la biomécanique, puisqu'il y a des internautes qui ont des petites inquiétudes. Ouais. Donc sur Planète Muscle, il y a Aiki qui demande comment savoir si on fait un mouvement adéquat. Qu'est-ce qu'on appelle un mouvement parfait? Puisque par exemple pour le développé couché, quand il est à la salle de sport, il entend souvent les gens qui lui disent il faut bien descendre la barre, toucher le torse, etc. Donc comment est-ce qu'on peut définir un mouvement parfait? Ça dépend de ton optique. Si c'est dans une optique de force, le mouvement parfait, c'est le mouvement qui te permettra de soulever le plus lourd. Autrement, dans une optique de bodybuilding et de musculation, c'est le mouvement qui te permettra de te développer un maximum et de prendre du volume. Après, c'est deux choses qui sont complètement différentes. Hein. Si on veut une amplitude complète, ça peut être un mouvement qui esthétiquement est beau, mais qui par exemple en powerlifting sera pas forcément le plus efficace, puisque le but du powerlifting, c'est de répondre aux règles au règlement, quoi, c'est-à-dire descendre la barre sur la poitrine et la remonter en attendant une seconde. Donc si tu descends la barre sur la poitrine, le but c'est de réduire l'écart, par exemple, d'avoir un minimum de chemin. Donc le mec il va gonfler la poitrine un maximum, se cambrer, pas bouger les fesses évidemment, donc il réduit l'amplitude. Il va écarter relativement les bras pour avoir un minimum de course à faire, parce que plus les mains sont serrées, plus il y a de course, hein, donc le triceps rentre en jeu. Donc c'est des choses qui sont particulières. Donc le mec en powerlifting, il a un mouvement qui pour un bodybuilder n'est pas très beau, et puis ne correspond pas à grand chose, si tu veux. Donc finalement, il n'y a pas vraiment de mouvement parfait, ça dépend de pourquoi on le fait. Et le mouvement parfait, c'est celui avec lequel tu te sens bien et qui t'apporte le maximum de résultats, que ce soit en force ou en volume. Tu vois, c'est ça. Moi, je parlais par exemple pour les épaules, tu sais, comme je dis souvent, un mec qui fait un développé nu parfait, oh c'est génial, il descend vachement bas, il remonte vachement haut. Bah oui, mais le problème c'est que tout le monde peut pas le faire, ça. Il y a des mecs, quand ils sont pas larges d'épaules, ils ont pas les omoplates mobiles, ils ont des grands bras, quand ils vont se retrouver à faire un développé nuque comme parfait pour le voisin, c'est-à-dire une amplitude complète, là, ils vont finir avec des grosses pathologies au niveau de la coiffe du rotateur et particulièrement du supraépineux. Il va venir monter contre l'acromion, vous savez, c'est là sur le dessus de l'épaule. Puis au bout d'un moment, il va y avoir une inflammation, ça va être douloureux, et puis à la longue, ça risque de lâcher. D'accord. Et tout ça, c'est des choses qui sont relatives, vous voyez. C'est un mouvement parfait, un développé couché parfait pour un boxeur, c'est pas un développé couché parfait pour un bodybuilder. C'est encore des choses particulières. Un boxeur, il a pas, par exemple, c'est ce que je dis tout le temps, hein. Un boxeur, il a pas intérêt à faire du développé classique, si c'est pour prendre un peu de muscle. Mais après, si c'est pour l'adapter à son coup de poing, il a plus intérêt à faire du stop and go, c'est-à-dire arrêter la barre, repartir, arrêter la barre, repartir. Ou il arrête sur la poitrine à la façon d'un powerlifter pour gagner de l'influx, pour avoir un bon coup de poing, parce que le boxeur, il part pas avec, il n'accumule pas d'énergie élastique, hein. À la descente, hein, il est en positif, hein, par exemple, quand il tape, le relatif, parce que quand même, il arme un petit peu. Mais c'est des gars qui vont travailler plutôt uniquement positif. Donc, le meilleur développé couché, c'est celui qui vous correspond le plus en fonction de vos buts. Voilà. Donc, d'accord. Pareil, si vous êtes court en bras, tous les développés couchés vont correspondre et vous risquez pas de vous blesser. Pareil, si vous avez des grands bras, vous êtes un Sénégalais, écoutez, vous faites un développé couché, amplitude complète, vous risquez de vous arracher le pec parce que vous avez des grands bras, vous descendez vachement, le coude descend très bas le long du banc, vous voyez, il descend très bas et vous tirez énormément sur le pec qui avec des charges importantes risque vous risquez d'avoir des micro-déchirures ou vous risquez d'un arrachement du tendon, qui est déjà plus gênant. Alors Frédéric, si on veut pas se blesser par exemple au développé couché, tu en parles dans quel livre exactement? Qu'est-ce qu'on peut conseiller aux gens qui veulent en savoir plus? Dans les méthodes, et autrement j'ai un dossier complet dans le guide des mouvements de musculation. D'accord, donc tu en parles dans les deux méthodes de Lavier, tu parles de cette problématique. Dans une librairie. Autrement, si vous avez de l'argent, vous allez l'acheter
comme ça moi je pourrais aller au resto. D'accord, merci. Michael, je pense que tu dois être à peu près du même avis. Ouais, bah c'est C'est les bases, hein, c'est ce qu'on a Sauf apporté que- avec Jérôme. Sauf que moi, le mouvement parfait, il sera plus sur une bonne machine qu'avec poids libre, mais c'est tout. Ouais, d'accord, ouais. Donc machine plutôt pour éviter le risque de blessure. Bah ouais. Ouais, il faut trouver les bonnes machines. Ouais, après, c'est ça qui est dur parce que les machines, elles sont pas adaptées à tout le monde. C'est pareil, une bonne machine, c'est une machine qui vous est bien adaptée. Vous voyez, vous rentrez dedans comme on rentre dans une chaussure, un gant. Ouais. Donc, avant d'avoir une bonne machine, il faut l'essayer. C'est le problème des machines. Alors maintenant, il y a de plus en plus de machines réglables. On peut régler le dossier plus ou moins long, ou bien même le départ de la poussée. Donc ça, c'est pas mal, ça évite les blessures, même pour le développé couché. Ou l'angle aussi, vous voyez, il y a des convergentes qui sont excellentes, ou il y a des gens qui aiment moins les convergentes. Moi, par exemple, la dernière fois avec Jérôme, il cherche vraiment une bonne machine. Tu cherches à quelle marque, Jérôme, toi? Bah, moi, c'était la Medex que je voulais. Lui, il a essayé la Medex, ça correspond parfaitement à sa morphologie. Il est large d'épaule, il a un problème pour développer les pecs parce que... pourquoi, Jérôme, t'as un problème pour développer les pecs? Bah, parce que c'est beaucoup les épaules qui prennent et Ouais, sur le haut, il a beaucoup de bas et du haut, moi aussi. Et par exemple, moi, la dernière fois, je voulais pas acheter une machine, je vais à l'entrepôt, on est allé acheter des machines d'occasion à cause de la crise, hein, il y a des boîtes qui ferment un peu partout, donc là, c'était en Écosse. Donc là, j'ai récupéré une faillite. Donc il y avait une machine Nautilus Nitro toute neuve. Moi, je l'essaye, je m'en fous des pecs. Putain, dedans, j'étais comme dans un gant, quoi. J'avais les pecs qui gonflaient tout de suite. On dit, bon, hop, je la prends. Et les machines, c'est excellent. Mais le problème, faut trouver la bonne machine. D'accord. C'est plus cher qu'une barre. Effectivement. Et puis il faut la place. Et de l'argent. Ouais. Voilà, du moins un petit peu, bien que maintenant, avec la crise, quand il y a pas mal de boîtes qui ferment et d'autres qui s'ouvrent, il y a moyen de trouver. Alors pour ceux qui vont en salle de sport, il y en a qui se posent des questions, je vois un petit peu là. Tonio69 par exemple qui demande est-ce que travailler les jambes permettrait de prendre du haut du corps plus rapidement en améliorant la récupération ou en stimulant les hormones anabolisantes? Ou alors est-ce que c'est le contraire? Est-ce que travailler les jambes va plutôt ralentir la protection du haut du corps? Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, c'est relatif, mais Jérôme va t'expliquer ça. Hein. Je pense que si t'en fais trop, tu vas tomber sur entraînement. Et si t'en fais vraiment au bon niveau, c'est bon. Jérôme explique, toi qui es le spécialiste. Alors moi j'ai un pote comme ça, quand il fait du squat, ça lui lance probablement du fait de la production hormonale toute sa croissance, mais en général, plus on va faire les cuisses, plus on va être crevé pour faire le reste. Donc tu pourras l'entraîner moins souvent, moins lourd. Et c'est pour ça que les mecs qui font que les bras, en général, ils ont des gros bras. Il suffit d'atteindre à peu près l'intensité, on pourrait appeler ça un peu comme l'équivalent de la masse critique, mais l'équivalent critique. Et donc la plupart des gens, ils feront quand ils feront les cuisses en plus du reste, ils les font à fond, ça va retarder plutôt leur croissance plutôt que de l'améliorer. D'accord. Ouais, un autre truc, c'est par exemple, c'est évident qu'un mec qui est très fort, un powerlifter, c'est évident que sa séance de squat ou de soulevé de terre, ça va lui niquer son coucher. Hein. Donc c'est pour ça que les mecs qui sont spécialistes des 3 mouvements, en général, pas les mêmes que les spécialistes du coucher. Un spécialiste du coucher, tout son entraînement est basé sur le coucher, et s'il fait trop de cuisses, au niveau hormonal, il va pas être au top aussi. Hein. Donc pour le développement du haut en plus. Ce que je veux dire, c'est qu'il répartit l'énergie de construction du corps. On peut pas mettre toute l'énergie du corps uniquement dans les cuisses. Si tu mets énormément dans les cuisses, après le reste va pas se développer. C'est l'histoire des vases communicants. Hein. C'est très dur de développer l'ensemble. Hein. C'est du powerlifting. Après une séance de soulevé de terre au squat, il est épuisé. C'est ça très 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 dur de gérer les 3. D'accord. Donc c'est possible à un petit volume, du coup, on peut pas dire que ce soit spécialement bénéfique de faire tout en même temps. On va dire qu'à un petit niveau, c'est même plutôt bon. À un gros niveau, ça devient beaucoup plus problématique. Ouais, c'est un petit peu le principe du full body pour les débutants, et plus on progresse, plus on va se spécifier. Bah, oui et non. Oui et non. Bon, après, quand on voit les champions du monde, d'autres choses, hein, hormonalement, ils ont plus besoin de se booster, d'avoir de sur leur propre
propre taux d'hormones naturels, quoi. C'est triste à dire, mais bon, c'est la réalité du terrain, et la réalité de même du semi-professionnalisme. Tout à fait. Alors, comme ça parle d'hormones, il enchaîne Tonio69 en nous posant une question qui apparemment l'intrigue beaucoup. Il se demande si avoir beaucoup de rapports sexuels permet d'avoir un taux de testostérone plus élevé ou plus bas. Est-ce que ça influence ? Apparemment, il y a beaucoup de jeunes qui se posent ce genre de questions. Est-ce que leur activité masculine va avoir un impact sur leur prise de masse musculaire ? Jérôme, toi qui es spécialiste. Ouais, non, mais vas-y, commence à répondre et puis je compléterai. Tu veux que je commence à répondre ? Que c'est une éjaculation ou deux qui vont les épuiser. Je pense surtout que c'est une nuit à bouger dans tous les sens et à imiter Rocco Siffredi qui risque de les crever, quoi. C'est pas, je doute que ça soit une décharge de sperme qui va les crever, quoi. Deux. Allez, ou trois ou quatre s'ils sont jeunes et pleine puissance. Mais je trouve que c'est surtout bouger toute la nuit qui épuise. C'est, à ce niveau-là, les mecs font du sport, quoi. Ouais, parce que toutes les éjaculations ne sont pas égales, j'allais dire. C'est ça, une petite branlette devant Internet, ou même c'est pas ça qui vont les épuiser pour un entraînement le lendemain. Par contre, bouger, c'est la plupart des cas des jeunes bodybuilders, hein. C'est ce que tu voulais dire, Jérôme ? Non, mais en gros, ouais, non, parce que après faut voir ce qui a déclenché l'éjaculation. Si c'est la nana qui s'assied de 2 minutes sur toi, en fait, ça peut te filer la pêche. Ah ouais. Mais si tu pines pendant même 5-6 minutes non-stop avant d'éjaculer, là, faut mieux pas faire les cuisses derrière. Hein. Ouais. Mais c'est peut-être pas lié à cause de la testostérone. Hein. Non, c'est l'activité sexuelle. C'est la fatigue. Ouais. Après, t'as les jambes flagada. C'est surtout une chion, quoi. Ouais, non, mais l'effort fourni. L'effort fourni pendant la copulation, quoi. C'est ce que je remarque, plus que l'éjaculation. 1, 2, 3, 4, 5. Surtout les mecs qui baissent toute la nuit, c'est sûr que le lendemain il va rien faire du tout, hein. Et puis comment tu peux commencer à te branler puis pas éjaculer, après frustré tu vas t'entraîner, peut-être que tu arriveras mieux que Ça s'appelle le tantrisme, je sais plus ce que c'était, il fait ça pour conserver l'énergie. Voilà, c'est ça, ouais. Quand t'es bien frustré. Voilà, quand t'es bien frustré, t'es bien énervé, tu vois. T'as qu'à voir les jeunes énervés le samedi soir, ils ont beaucoup d'énergie, hein. Quand ils rentrent le samedi soir sans avoir réussi à aborder une jeune fille, une jeune femme, en général, c'est baston, hein. C'est un truc classique depuis la nuit des temps, hein. Ça excite un peu. Mais bon, faut pas chercher ça non plus, hein. Le tout, c'est de chercher la voie du milieu. Mais enfin, ouais, non, parce que tu le sens tout de suite, de toute façon, si ça... Mais de toute manière, moins t'éjacules, moins t'as envie d'éjaculer, donc c'est... Ça dépend quand même, hein. Moi je trouve, mais... Ça dépend pour qui, pas moi, hein. Je trouve que il y a un cercle ou vertueux ou vicieux qui se forme, mais de toute manière, quand t'as pas envie de baiser, c'est que il y a un truc qui déconne, hein, c'est que c'est pas bon. Quand tu te réveilles, t'as pas la gaule le matin, t'as pas envie de baiser. Ou il y a un problème psychologique ou il y a un problème hormonal. Bah ouais. Exactement. Donc... Mais d'ailleurs, si en général vous avez vos érections matinales, le problème a plus de chances d'être orienté psychologique qu'hormonal. C'est un indice. Séance infernale. S'il y a rien qui marche la journée mais que ça marche le matin, c'est que il y a peut-être quelque chose à creuser. Bien, Bodo, je me souviens au coucher, il se mettait au coucher, ça lui filait une érection. Les mecs, ils étaient tellement pleins de testo que... Et à l'époque, qui était peut-être gay, c'est le fait d'être regardé. Non, bah au coucher, tu vois personne. Non, mais tu sais, les mecs avec les lycras, tu le voyais bien, quoi. Ouais, je regarde pas ça, moi. Bah non, mais nous, on se marrait parce que il avait dû le faire remarquer. C'est le priapisme. Mais ouais, non, mais tu voyais bien. Bah, je peux te dire, pendant une série, j'arrive pas à voir la gaule. Hein. Non, moi non plus. Donc, tu vois, le mec qui arrive à écongestionner le muscle et la bite, c'est qu'il avait une très bonne génétique. bah, c'est qu'il a plein de testo, surtout.
Et c'est un avantage. On vient de répondre à un des très grands mystères de l'internet, je crois, parce que beaucoup de monde se posait la question. Non, parce que c'était les entraîneurs qui disaient ça avant. Ouais, qu'il faut Les pas. mecs, pas de relation sexuelle, non, c'est la relation sexuelle qui pose un problème. Hmm. La durée et l'activité de la relation sexuelle. C'est surtout ça, je pense. Mais enfin, l'avantage c'est que tu le sens tout de suite, si ça te coupe les pattes ou si ça te booste au contraire. Ouais, c'est vrai. Donc, Donc pas de mystère réellement, tu sens tout de suite que. Mais mieux vaut trop que pas assez, hein, parce que quand il y a pas assez, c'est pas bon. trop de... Bah, trop d'éjaculation et trop d'envie sexuelle que quand il y en a pas, ça c'est pas bon. Ah ouais, pour la muscu, donc toujours. Hein. Ou un problème psychologique qui s'installe, ou bien l'âge, tu commences à avancer en âge. Ouais. Tu vois. Alors d'ailleurs, chez les jeunes, il y a Shibani34 qui nous dit qu'en salle, il voit des jeunes qui font du grand n'importe quoi, donc du... Alors lui, il parle de full body, de tous les muscles dans la séance, donc bah, c'est le full body, des abdos, ils discutent, ils repartent, bon, ils sont pas trop sérieux apparemment, et ils ont un physique magnifique. Alors, comment expliquer ça? Est-ce que quelqu'un a une explication? Si c'est des jeunes... Peut-être qu'ils font pas que n'importe quoi aussi. Peut-être qu'il a une bonne génétique aussi, hein. Il y a des mecs ils font n'importe quoi et puis grossissent magnifiquement, hein. Il y a peut-être aussi le fait qu'ils sont jeunes, justement. Dans sa question, il nous dit qu'ils sont jeunes. Ouais, ils ont il y a des jeunes qui sont tout maigres et tout pourris. Oui, mais bon, ils ont plus de testo que nous à notre âge. Surtout au tien. J'ai pas entendu, désolé, je suis dans la rue. Ah non, mais il dit que les jeunes ont plus de testo que les vieux, mais... Bah si, quand même, en général, hein. Mais enfin, ça n'explique pas que les mecs... Après, il faudrait voir le détail de ce qu'il appelle, parce que c'est pas... faut pas faire croire aux gens qu'en faisant n'importe quoi en salle de muscu, ils vont être énormes, hein. Ouais. J'aime bien, c'est comme il y avait le mythe, on en avait déjà parlé dans un podcast précédent. Ouais, tous les mecs qui sont en prison, ils sont énormes. Je pense pas. Hein. Il y a qu'à voir Martinez qui y est encore et il a quand même perdu 10 ou 15 kilos. Ouais, c'est comme le mythe, tous les mecs en prison, ils sont gays. Non mais n'importe quoi. C'est aussi. Ouais. Donc il y a beaucoup d'idées reçues comme ça que... Donc bon, pour les jeunes, hein, c'est qu'ils sont peut-être un peu concentrés quand même, quoi. Bah, mieux vaut faire quelque chose de cohérent plutôt que de n'importe quoi, ça c'est sûr. Ouais. Et tu parlais des entraînements full body, c'est ça? Full body, ouais. Full body, bah c'est ce que disait la personne qui a posé la question, mais... Ah ouais, non, mais pour un sportif, etc., c'est pas forcément une mauvaise idée, hein. Tout à fait, bah oui. C'est pas mal, mais faut pas faire que ça, parce qu'après, si on fait du full body, c'est top, ça met la pêche. Mais on peut bien se développer, mais à partir d'un certain moment, si on cherche à être performant dans un domaine particulier, vraiment se spécialiser un peu. Et on peut faire du full body avec, par exemple, un rattrapage pec, ou bien du full body avec un rattrapage cuisse. Il y a à côté, on fait de temps en temps le full body, et puis après, on travaille son point faible, son point faible, plutôt son point faible, ou bien on fait un spécifique au mouvement particulier qu'on doit donner. Ouais. Le full body, c'est bon, hein, mais c'est pas une fin en soi, quoi. Vous voyez ? C'est pas pour tout le monde, quoi. Non, mais c'est surtout pour les sportifs et qui n'ont pas beaucoup de temps à passer en muscu. Ouais, c'est ça. Donc merci, on a encore une question qui touche un peu les muscles, après on a des questions diététiques. On a Oversized qui demande s'il existe un moyen de cibler le vaste externe du quadriceps, donc au niveau de la cuisse. La position des pieds au squat ou à la presse permet seulement de choisir entre quad, ischio, fessier, mais peut-on cibler spécifiquement le vaste externe ? Est-ce que quelqu'un a un avis sur cette question ? Il faudrait voir la tête de son vaste externe, s'il a ce qu'on appelle les cuisses en carotte ou plus brillamment les cuisses de sprinter, c'est-à-dire qu'il a toute sa masse en haut et très peu en bas, ce qui permet de courir très vite. Ouais. C'est la position des pieds n'y changera pas grand chose. Par contre, s'il a un muscle qui est très très long et que pourtant il est pas très développé en haut, en bas je veux dire, parce que c'est souvent en bas le problème, on a rarement des problèmes en haut.
bah, il faut essayer des mouvements, il faut changer de mouvement plutôt, faire du hack, etc. Et s'il veut carrément aller très très vite, bah il y a l'électrostimulation, c'est le plus. Là, tu mets les électrodes là où tu veux développer le muscle, et puis au fur et à mesure, tu le sentiras de mieux en mieux à cet endroit-là, pendant que même à un mouvement égal, tu le sentiras de mieux en mieux. Donc c'était une question justement de Fat qui demandait si, d'après toi, il était possible de rattraper un point faible à l'aide de l'électrostimulation, et si oui, comment? Bah, Comment faire? bah déjà en faisant battre le muscle comme ça, à l'endroit, parce que donc l'électrostimulation, l'avantage ou l'inconvénient, c'est que ça agit surtout comment là où les électrodes sont placées, parce que l'électricité se propage moins bien grâce à l'électrostimulation qu'avec une stimulation normale. Donc on peut cibler l'inconvénient de l'électrostimulation devient un avantage, c'est qu'on peut cibler l'endroit où on veut développer les fibres. Et, Et et l'avantage, c'est que à force de mettre de l'électro à cet endroit-là, quand on va passer sur le mouvement, on sentira de mieux en mieux cet endroit-là. donc toi-même, tu as utilisé l'électro. Pendant un moment, ouais. Et alors tu en as tiré des bénéfices. Ah bah ouais, non mais c'est vachement bien. Et tu l'as fait pour quel muscle dans ton cas, par exemple? Tous quasiment, j'ai tous. Tous les points. Non, bah tous les points. tous les Ouais, muscles c'est vrai que sont je faibles. n'ai pas mis trop sur les mollets, mais ouais, bah quasiment tous les muscles. D'accord. Donc est-ce que ça peut marcher pour le haut de pec, par exemple? Bah ouais, non mais le problème c'est que le haut de pec, moi comme j'avais une feuille, l'épaisseur d'une feuille musculaire, ça allait sur les poumons directos, donc c'était pas super agréable. Mais si t'as un tout petit peu de muscle, Hmm. moi je me souviens, j'avais mis alors, les électrodes. C'était un mec qui était champion de France à l'époque. Ouais. Il avait mal à l'épaule, donc on lui avait mis les électrodes, sur l'épaule. Hein. On a Hmm. vu son haut de pec comment il s'est mis à gonfler, mais pourtant on n'a pas envoyé fort. Hein. Le truc gonflé comme un ballon. Donc Donc il y a toujours un facteur génétique aussi, parce que ouais. même moi en le mettant sur le haut de pec, j'avais pas. Mais là ça s'est mis vraiment à gonfler, mais à vue d'œil. T'aurais dû une bite interne presque, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Là, c'est-à-dire que là, maintenant que tu nous as parlé des mecs de Power, on voit très bien de quoi tu parles. Des power? Pourquoi des power? Tout à l'heure, à la salle, tu nous racontais qu'ils avaient des érections pendant le coucher. Ah ouais, mais c'était pas un power, le mec, c'était un culturo. Hein. Oui. Non mais là, voilà, ouais, non mais je trouve que là c'était l'érection du haut de pec très spécifique. D'accord. Il est parti, Frédéric, là, ou... Non, il dort. Moi, je suis là, je suis là, j'écoute D'accord. les explications de mon collaborateur. Tu nous dis quand tu vas manger, hein, on veut pas te retenir. Oh, bientôt, là. Je suis encore, et puis après, Alors là, je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai noté. Non. Ah, c'est un petit peu de l'anatomie, ça. Il y a Minal qui demande, j'ai une question qui peut paraître stupide. Alors, il a une petite opinion de lui-même. Le fait d'avoir les pieds plats, voûte plantaire, a-t-il une incidence sur le développement des mollets? J'ai remarqué que les gens qui ont généralement une voûte plantaire prononcée avaient, ne serait-ce qu'en marchant, les muscles des mollets plus visibles. Pour ma part, j'ai les pieds plats et pas de mollets. Alors moi, j'ai pas les pieds plats et j'ai pas de mollets non plus. Hein. que j'expliquais dans mes livres, hein. Le mec qui a le pied plat, en général, il y a le calcanéum qui est, comme la voûte plantaire est affaissée, le calcanéum est plus éloigné il y a plus d'arche, si vous voulez. Donc l'arche, ça devient une ligne droite. Vous voyez, ça devient un plan, un pied plat. Donc le calcanéum, il est plus éloigné, donc en fin de compte, ça fait quasiment un bon levier, vous voyez, pour le mollet. Donc t'as pas besoin d'un... C'est comme le mec qui a le pied plat, c'est comme s'il avait le pied normal voûté et qu'on lui avait écrasé le pied très fortement, donc l'arrière il prend tous ces l'affaissement a fait qu'il y a plus d'arrière. Tout n'est pas parti dans les doigts de pied, mais tout est parti vers l'arrière. C'est ça que tu dis. Ouais, d'accord. C'est aplati, c'est-à-dire la voûte a été ouais, mais il s'est aplati, mais aplatissant, le calcanéum c'est un peu éloigné, donc en s'éloignant, il a un meilleur levier, donc donc pour faire le mouvement, il n'a pas besoin d'un grand muscle, d'un long muscle qui descend, il a besoin d'une petite masse en haut, charnue. Vous voyez, style les noirs là, les noirs. Donc le pied voûté, donc il est plus petit, on l'écrase. Mais donc le pied, il a gagné en longueur, mais il a pas gagné en longueur devant, il a gagné en longueur derrière. Si, il a gagné en longueur devant aussi un peu. Et
que c'est Ouais, non, mais pour expliquer un peu, quand tu dis le calcanéum, il est plus loin. Le calcanéum, c'est l'os qui est à l'arrière du pied. Voilà, c'est pour ça que je dis que c'est la voûte, elle a vraiment disparu plus vers l'arrière que l'avant. Tu prends une voûte, tu l'aplatis, tu vois que c'est plus Voilà, long. Et c'est ça. Ça prend un peu d'espace, si tu veux, en longueur et moins en hauteur. Ceux qui gagnent en longueur, ils perdent en hauteur. Donc du coup, vers l'arrière, t'as le levier qui est plus grand. Donc quand ça va tirer, ça va entraîner pas besoin d'un grand muscle pour faire le mouvement. Ouais, parce que en général, les gens qui ont les pieds plats ont le mollet assez haut aussi. Ah oui, non, mais les mecs qui ont un pied plat, ils ont obligatoirement le mollet court. Ça va de pair. Et plus le mec a la voûte plantaire marquée, plus il a un grand mollet. Ça, c'est des bases. C'est pareil, si tu avais un coude qui sortait, un maximum, tu te retrouverais avec un triceps très court et très haut, tu vois. C'est des espèces c'est la loi des leviers, quoi. Donc finalement, il pensait que sa question était un peu stupide, mais c'était tout à fait pertinent. En plus, c'est une adaptation souvent c'est une adaptation à la chaleur aussi, comme par exemple les Blacks, ils ont des grandes jambes. Du coup, ils n'ont pas intérêt d'avoir des gros mollets comme les Européens. Les Européens, ils ont un pied cambré, justement, parce que ça leur permet d'avoir des gros mollets et d'éviter les refroidissements, tu vois, de conserver la chaleur interne, d'avoir un maximum de surface, un minimum, comment dire, ils se rapprochent plus de la boule. Ils ont conservé la chaleur dans le mollet en cas de froid. Et plus t'as un gros mollet, plus tu vas conserver de la chaleur à l'intérieur, tu vois. Un petit mollet, il va vite geler. Sauf s'il y a des adaptations chez certains mammifères comme les chiens, les rennes, où il y a une hypervascularisation. Donc, ils conservent tout le temps une chaleur. Mais nous, on n'a pas. Les Européens ont quand même une hypervascularisation par rapport aux Blacks, au niveau des membres. Ouais, c'est pour ça que nous, on rougit des mains et pas les Blacks. Hein. Eux, ils sentent pas le froid. Par exemple, ils sentent pas le froid dans les pieds. Hein. Ça brûle pas. Hein. Eux, ils gèlent sans brûler. Donc, du coup, les mecs, ils se retrouvent avec les pieds coupés sans les avoir sentis se dégrader. Alors qu'un Européen, il en chie, il a les pieds qui brûlent au début parce que il y a une espèce d'inflammation qui fait qu'il y a une hypervascularisation. Bon. D'accord. En plus avec un gros mollet. C'est-à-dire que ça permet de conserver la chaleur et d'éviter les claquements. En vérité, pourquoi on a des gros mollets et on a la voûte plantaire marquée, c'est des adaptations au froid. C'est-à-dire que c'est pas pour tout le temps, c'est-à-dire que c'est pas qu'on va s'enrhumer. C'est-à-dire que quand il fait très froid et quand on fait un démarrage, on va chasser où il y a une proie qui arrive, on va chasser une proie où il y a un prédateur qui arrive ou un ennemi, si tu cours, tu fais un démarrage dans le froid, avec un mollet froid, tu vas te péter ton tendon, péter ton muscle. Et à ce moment-là, tu tiens une proie potentielle où tu peux pas bouffer pour aller chercher ta proie. C'est ce que je vais expliquer, tu vois. Un Africain, il n'a pas de problème, tu vois. Parce qu'il habite en Afrique en théorie. Parce qu'en théorie, il habite en Afrique. Donc, il peut avoir le muscle en permanence chauffé. Mais ça, c'est pour les grands froids. Et bon, c'est pendant les grands froids que les mecs, il y avait la sélection naturelle qui devenait un peu plus oppressante, on va dire. D'accord. Bon, je pense que Minal a eu sa réponse, à mon avis. C'est intéressant, on va dire que la muscu mène aussi à l'évolution, à tout. Hein. C'est-à-dire que c'est une façon de voir le monde. C'est-à-dire que, comme j'ai dit tout le temps, le but c'est de comprendre le monde. Alors on peut le comprendre à travers la muscu, comme on peut le comprendre à travers, je sais pas moi, la nourriture, la cuisine, la politique, la macroéconomie ou le rap. Hein. Comme tu veux. Bon merci Frédéric pour ton expertise, puisque pour les questions d'anatomie, etc., j'ai plus rien dans ma besace. Okay, mais si tu veux intervenir sur la suite, tu peux tout à fait. Hein. C'est bon. Tout le monde, hein. Ouais, salut. Ah, il s'en va. Ouais. Bon au revoir alors. Salut. Hein. Ouais. Bon donc on le rappellera quand une prochaine fois qu'on aura des questions. Je viens de partir parce que j'avais plus de piles dans mon téléphone. Alors, je t'ai gardé les questions les plus intéressantes, Jérôme. Ouais. Notamment. Non, mais peut-être qu'on va parler de ce que on voulait parler. Comment déjà la saison de bodybuilding qui va repartir. Ah, les pros. Ouais, les pros. Ouais.
Donc il va bientôt y avoir le Flex Pro, qui est le premier. Avant c'était l'Ironman Pro. Il a été remplacé par une expo qui a lieu ce week-end là. Donc le week-end du 27 ou quelque chose comme ça. Mhm. Puis après on aura donc le Flex Pro, je sais plus la date, avec en particulier ce qu'il faut noter, c'est que Lionel Beyeki il fait la compète. Mhm. Donc et ce qui est bien, c'est que en plus il a de fortes, enfin il est bien classé même dans les pronostics. Les mecs ne disent pas qui c'est ce mec-là. Les Américains le connaissent déjà, donc Ouais, ouais. il part avec Bah, il se débrouille bien pour un l'instant. avantage. Ouais, bah oui, puisqu'il a signé un contrat avec en plus avec Flex Magazine, donc Mhm. athlète entre guillemets Weder maintenant. Ouais. Donc ça le fait en plus, il aura encore plus le temps de se faire connaître avant. Ça aide. Bah, ça aide. Ça aide. Ouais, non mais il était déjà connu même avant. Il s'est fait remarquer déjà et là ça va l'aider d'autant plus. Et deuxièmement, il a eu, alors enfin je le savais, j'avais imaginé que c'était le cas avant de le savoir, qu'il avait une invitation à l'Arnold Classic. Donc D'accord. ça aussi c'est bien, bien qu'ils invitent des fois un peu n'importe qui. Mais là, pareil, il est toujours dans les classements de top bodybuilder. Donc ils n'ont pas invité parce que à Arnold Classic, ils aiment bien inviter un japonais, un russe, un machin, tu vois, pour pas avoir que les Américains. Mais lui, il a été invité au mérite. Et c'est quoi les dates à peu près du... Ah, je me souviens plus les dates. Je crois que c'est un tout petit peu avant le salon à Paris. Non, c'est pas fin. Avant, c'était mon anniversaire, donc ça doit être la fin. On parle de l'Arnold fin février, et puis l'autre Ouais. 2 semaines avant à peu près. D'accord. Comme on l'a dit. Bon. La troisième nouvelle, c'est que Martinez est toujours en prison. Bah, c'est plus une nouvelle alors s'il est Ah, toujours en prison. si, c'est que il est toujours pas sorti, quoi. Ça commence à faire long depuis. Et t'es inquiet? Je suis pas inquiet, mais c'est quand même emmerdant, juste pour une bêtise de papier, quoi. Ouais, c'est vrai que ça fait un petit moment là, je suis en train de me rendre. Parce que comment c'est depuis qu'il est revenu de l'Arnold Classic Europe. Donc c'est pas. Mais c'est peut-être qu'il y a d'autres éléments, non? Bah il y a eu d'autres éléments. Il a réussi à les virer, à les faire virer parce qu'il a déjà été en prison plusieurs fois. Donc quand ils ont regardé son casier judiciaire, évidemment, c'était le facteur aggravant Hum. d'un clandestin, en gros, parce qu'il devenait clandestin vu qu'il avait pu. Sa carte verte a été comment était plus bonne quand il est revenu. Mhm. Donc il y a eu tout ça qu'a fait et puis bah il est victime entre guillemets des attentats parce que maintenant ils sont beaucoup plus regardants hein. Parce que les Ouais, mecs ouais. ont dit s'il était il y a 15 ans il serait rentré tout seul quoi. Ouais. Et puis maintenant bah ils sont super regardants donc bah il veut pas passer à travers les mailles du filet. Et alors, est-ce que tu sais comment ça se passe là où il est enfermé, par exemple au niveau de la nutrition Au niveau de la bouffe, il paraît que c'est très dégueulasse quoi. et en termes de quantité, il se nourrit comme Monsieur Tout le Monde alors? Bah il se nourrit avec de la merde et puis je crois que bah si t'as du fric, c'est comme partout hein. Si t'as D'accord, du ouais. fric, Donc, t'arrives à. il doit avoir quelques compléments parce que ça doit être problématique. Ouais, non, mais même, tu vois, comme il bosse avec une marque de compléments, tu pourrais te dire, tiens, il reçoit les compléments gratuits. Bah non, visiblement, ça marche pas comme ça. T'es obligé de passer par un truc, où tu payes. Alors ils disent, comment, enfin, alors je sais pas si c'est vrai. Hein, c'est comme on a longtemps dit que la fourrière c'était Roger Hanin, et visiblement c'est pas vrai. Là, il disait que le mec qui possède l'entreprise qui fait payer la bouffe aux détenus, c'est une entreprise de George Bush. D'accord. Donc faudrait vérifier la véracité du truc, ce que j'ai pas envie de faire du tout, mais c'est marrant pour l'anecdote quoi. Ouais. Il y a un bon business, il y a un bon Ouais. business sur le dos des prisonniers à se faire. Ah ouais, on y pensera en cas de Bah reconversion. ouais ouais. D'accord. Donc au niveau des professionnels, dernièrement, Bah c'est plutôt il y a calme. tout ça, les mecs se préparent là, donc on a vu des photos de Branch Warren qui revient. Bon, il a toujours une cuisse qui est un peu plus un peu plus maigre que l'autre, mais il revient à la vitesse de l'éclair quoi. Ah bon, bah tant mieux, tant mieux. Bah tant mieux pour lui, ouais ouais. Étonnant. Enfin l'avantage qu'il a eu, c'est que c'était un gros point fort pour lui là où il s'est arraché. Hmm.
Donc c'est pas comme Zach Kahn. Déjà, Zach Kahn, il s'est pas arraché une cuisse, il s'est arraché les deux. Donc c'était beaucoup plus grave. Et puis c'était un point entre guillemets faible pour lui. Et Zach Kahn, il a l'air de bien se remettre également, non? Ouais, mais pareil, quand tes cuisses elles étaient déjà pas super développées et que tu t'es pété les deux, pour revenir c'est beaucoup plus difficile que quand ta cuisse c'est un méga point fort quoi. Ouais, c'est sûr. Pour l'anecdote qu'on dit toujours, tu vois Cutler quand il a commencé la muscu à sa première grande compétition nationale junior, tout le monde s'attendait à ce qu'il ait les meilleures cuisses et puis il est rentré à Boston en disant bah j'ai été battu par un mec qui avait des meilleures cuisses que moi. Ah ouais. Un mec qui avait déjà donc tu vois les cuisses de Cutler à l'époque c'était son gros point fort. Hmm. Un mec qui avait déjà des meilleures cuisses que Cutler, c'était Brent Warren. Ah ouais, d'accord. Donc il a toujours ses cuisses depuis des lustres quoi. Ok. Donc à la fois coup de peau et bêtise aussi, c'est ce que peut-être qu'on peut noter, c'est que les mecs s'entraînent leurs points forts comme des malades. C'est complètement idiot. Et on le voit par exemple avec, on va toujours reprendre le pauvre, mais Martinez. Martinez, il avait des super cuisses, enfin des super quadriceps. Alors pourquoi il va les entraîner à fond, jusqu'à Ah. tel point de s'en arracher un? Il y a peut-être une question dont tu parlais il y a quelque temps, à savoir la motivation. L'athlète a peut-être pas envie de passer des heures à entraîner un point faible en sachant que en termes de résultats, ça va être très peu bénéfique, Ouais. alors que s'il entraîne ses points forts... Quand t'es un athlète professionnel, c'est pas en ces termes-là qu'il faut raisonner. Parce que Ah oui, ça, je suis d'accord. si c'était pas arraché, parce que son gros problème pour les quadriceps, c'était pas de la masse, c'était surtout de la sèche. Donc la sèche, tu l'obtiens comment? Soit tu t'entraînes pas les cuisses. Dans une vidéo, Cutler le faisait remarquer, il disait ça faisait, je sais plus, c'était sa première vidéo hors saison qu'il faisait. Hmm. J'ai pas entraîné mes cuisses depuis au moins 8 semaines et elles ont jamais été aussi sèches que maintenant. Donc Hmm. il y a une de façons de sécher les cuisses, c'est surtout si c'est un point fort, c'est de plus les faire, ou vraiment tu les fais légers en leg extension. Et ce qui aurait permis que Martinez, ben, il s'arrache pas son quadriceps et donc sa carrière, elle en serait pas du tout là où il en est si c'était pas arraché, parce que en gros il a commencé à s'en remettre, mais il s'en est très mal remis quand même. Donc tu n'irais pas jusqu'à dire qu'ils sont mal conseillés? Bah, déjà ils sont pas conseillés du tout, puis attends, c'est quand même à eux de penser, de réfléchir un tout petit peu. Quand t'as un point fort, tu lèves le pied, parce que c'est particulièrement con de se blesser sur son point fort. Hmm. Autant qu'on peut être professionnel et faire des erreurs, c'est pas toujours des exemples à suivre. Ah non, malheureusement, Ok. pour Coleman, bah faut voir comment il finit. Enfin là, les gens voient que des photos, mais Coleman, s'il se fait opérer comme ça à répétition maintenant, c'est qu'il était quasiment handicapé. Hmm. Donc, c'était le problème de dos, hein. Ben entre autres, ouais, enfin quand on dit de dos, ça veut dire que la colonne vertébrale était tellement pétée que l'influx nerveux il passe plus. En gros, hein, pour expliquer rapidement. Hmm. Alors il passe plus non seulement dans les cuisses, mais dans les bras, dans le dos, enfin dans les dorsaux. Ouais. D'accord. Il y avait d'autres choses en termes de... Oh non, il y a juste un truc dont je voulais parler, un article que j'ai lu qui était sympa sur les sèche-mains dans les toilettes. Alors, non mais j'aime bien les sèche-mains. Tous ceux qui ont un scooter me comprendront. En hiver, quand il fait froid, même si tu te laves pas forcément les mains, t'aimes bien passer un coup de sèche-main Ouais, c'est dans chaud. les toilettes parce que c'est chaud et ça te réchauffe les mains rapido. Ouais. Puis Mais après, tu te tapes le visage. l'article, alors bon, il y a des lobbies aussi derrière tout ça, mais c'est vrai que c'est pas idiot. Expliquait que comment ça marche, ces sèches mains qui sont donc à hauteur du visage, ils absorbent l'air ambiant, donc l'air des toilettes, et Hmm. puis ils les pulvérisent en gros dans le visage quoi. Et ils expliquaient que une partie des gastro-entérites qu'il y a maintenant sont dues justement à ces sèches-mains qui donc prennent l'air des toilettes et puis te les réinjectent dans le nez.
Donc avec tous les germes qui traînent. D'accord. Alors Donc, il t'expliquait par contre que les nouveaux sèche-mains que j'aime pas du tout, Dyson. Dyson, c'est ce que j'allais dire, ouais. Ouais, mais c'est horrible, je sais pas comment, il disait que bon, il y avait un filtre et donc le problème se posait pas pour les sèche-mains Dyson. Déjà, ils sont pas à la hauteur du visage. Non, sauf que moi je reprends tout. Enfin, je sais pas, mais ça te balance de l'eau et t'en reprends tout dans la gueule. Mais je sais pas, c'est peut-être moi. J'ai jamais remarqué, mais bon. Je vois pas comment tu peux ne pas toucher les rebords en plus. Oui, parce que ça bouge tellement que Ouais. c'est pour ça que j'ose pas enfoncer les mains là-dedans, parce que si tu t'es lavé les mains, tu retouches. Mais tu les aimes pas parce que pour la même problématique bactérienne ou c'est pour une autre raison? Je sais pas, je trouve pas ça très très pratique, mais il disait que celui-là, bon, il y avait un filtre, donc le problème c'est des germes qui volaient partout. Mais enfin, il disait que Ouais, enfin bon, son filtre de toute façon, il a pas une durée de vie indéterminée. Hein. Là, s'il est pas changé tout le temps. Voilà. Puis on se doute comment que ça se passe. Ouais, donc, Par contre, il y a un avantage aussi quand même, c'est qu'on n'est pas obligé d'appuyer sur le bouton manuellement. Ouais, bah il y en a beaucoup. Enfin, là, il y en a beaucoup. Tu sais, tu mets les mains, ça. Normalement, c'est par. C'est automatique. C'est ce que j'aime dans les chiottes. Quand il n'y a pas de porte. Bah non, mais attends, une porte, c'est complètement idiot la porte dans les chiottes. En plus, quand tu sors, c'est là qu'il faut tirer la poignée. Donc tu te mets les mains, mais ça servait à rien du tout. Quoi. Ouais, ça c'est vrai. Deux, si tu es obligé d'ouvrir le robinet, tu te laves les mains, bah comme il faut le refermer, tu refous des germes à fond. Donc le mieux c'est les chiottes où il n'y a pas de porte. Tu mets les mains, l'eau est cool. Tu mets les mains ou sinon t'as un truc à la pédale, c'est ça qui fait couler le savon. Que pareil, si tu dois tirer sur la tirette pour le savon, et puis pareil un truc automatique pour sécher les mains. Mais il disait que le mieux c'était comment ne pas se laver les mains. Non, le papier. Le papier, s'essuyer les mains avec du papier à usage unique, mais il disait attention, ça pollue la planète et tout, tu vois. Puis ça coûte plus cher pour le... Je m'en fous complètement. Ça doit coûter plus cher pour le propriétaire. Ouais, c'est possible que ce soit. Je pense. Donc non, mais j'ai trouvé l'article assez sympa. D'accord. Sur une problématique auquel on n'a pas forcément pensé. Effectivement, donc pensez-y, chers auditeurs. En attendant, comme on était un petit peu dans une lancée des questions de santé, donc de nutrition, j'ai posté, comme tu as vu, sur mon blog récemment une étude. Non, faut déjà peut-être parler de ton forum, enfin ton blog plutôt. Mon site, oui. Ah ouais, il y en a beaucoup qui sont pas au courant vu que c'est nouveau. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire pour l'instant. Hein. Tout est dedans, donc ceux qui veulent aller voir, donc c'est julienvenesson.fr, www.julienvenesson.fr. Donc il y a un blog effectivement dans lequel je poste des articles en nutrition, santé, sport, mais également psychologie ou d'autres choses qui m'intéressent à titre personnel ou autre. Et puis je parle également un petit peu de ce que je fais et de mes projets, etc. Vous pouvez me contacter plus facilement, etc. Donc voilà, donc c'est d'ailleurs là que se trouvera ton podcast, Jérôme. Et donc récemment, donc j'ai posté une étude sur le fructose puisque beaucoup de gens se posent des questions dans le domaine de la musculation dernièrement. Faut-il manger du fructose ou non? Quelle quantité de fructose? Puisque il y a pas mal d'études qui ont tendance à montrer que ça aurait des effets délétères au niveau des risques cardiovasculaires, au niveau de la résistance à l'insuline, etc. Donc là, on a une étude toute récente dans laquelle les chercheurs ont donné à 4 groupes des boissons diverses, dont une qui contenait 25 grammes de fructose, donc c'était un soda. Et puis ils se sont rendus compte que à cette dose-là, donc il n'y avait pas de prise de poids puisque c'était une étude sur quelques heures, mais ceux qui avaient pris le fructose avaient beaucoup plus faim que les autres et du coup au repas suivant ils mangeaient plus. Donc à terme ça voudrait dire, ça pourrait se traduire par une prise de poids parce que si on mange plus, on grossit. Donc j'avais mis un... Est-ce que ceux qui ont la boisson avec l'édulcorant mangent moins?
Alors ils mangent comme ceux qui ont pris de l'eau, en fait. En général, les culturaux, ils boivent beaucoup. Alors l'ancienne forme, pas la nouvelle de Coca-Cola. Comment ça s'appelait, Coca Light. Parce Ouais. que l'aspartame coupe l'appétit. Bah ouais, mais alors dans l'étude, c'était similaire à l'eau. Mais enfin, il y a des gens qui sont pas sensibles, mais les culturaux en général le sont assez Ouais. aux vertus. Alors que n'a pas le sucralose. Donc comment c'est Coca, comment ça s'appelle le Coca Coca zéro. Il y a du sucralose dans le Coca Zéro? Et je crois que c'est beaucoup du sucralose, ce qui permet d'avoir un meilleur goût. Je crois pas, hein, il me semble pas, mais Mais, faudrait qu'on regarde ça. tu verras que c'est pour ça que c'est beaucoup plus sucré que sinon il n'y a pas de raison qu'ils sortent du Coca Light et du Coca zéro. Il me semblait que c'était une histoire de caféine, mais bon, j'ai peut-être pas tout suivi. Non, la caféine, il y a du zéro avec caféine et du zéro sans caféine. Il fallait demander à Delavier, lui c'est un spécialiste Du Coca? Ouais. Je regarde pas très très loin. En tout cas, le Coca Light, très prisé par les culturaux qui préparent un concours, hein, donc qui sont en sèche, quoi. Pour ses bénéfices coupe-faim. D'accord. Donc oui, donc ça effectivement les soda light au régime ça peut être utile. Et la question donc c'est pour les gens qui sont pas au régime donc à quelle quantité de fructose puisque le fructose se trouve bien sûr dans les sodas mais également dans les produits naturels comme les fruits en particulier et en très très faible quantité dans les légumes mais principalement dans les fruits. À quelle quantité de fruits, quelle quantité de fructose peut-on manger dans une journée sans que ça ait d'impact négatif donc je donnais mon avis sur mon forum, qui est également l'avis que je développe dans mon livre. Hein. Donc je voulais savoir un peu quel était ton avis, Michael. Qu'est-ce que tu... Je sais pas, moi j'ai pas lu le détail de l'étude, mais par contre, moi je crois, il faudrait faire des recherches, mais que le fructose et ce qu'ils appellent high fructose corn syrup, c'est pas le même. D'accord. Mais donc si mes souvenirs sont bons, on va l'appeler le HCFS, hein, donc c'est des glucides qui sont extraits du maïs, à ma connaissance. Voilà, c'est pour ça. Alors on peut peut-être rappeler pourquoi. Et il existe différents types de sirop de glucose-fructose. Voilà, de fructose. Pourquoi on se retrouve avec celui-là qui est issu de du maïs. De maïs, c'est uniquement pour des raisons électorales aux États-Unis depuis des années et des années. Je me demande malheureusement si ça n'a pas commencé sous Reagan, mais au moins lui n'y a pas mis fin, contrairement à ce qu'il avait dit, de subventionner à fond le maïs. Donc les mecs, forcément, si c'est subventionné, on a intérêt à en produire. Donc les mecs se sont retrouvés avec des quantités industrielles de maïs, mais pas forcément de débouchés. Et puis alors donc que faire de ce maïs? C'est un peu comme le lait chez nous, quoi. Ah bah non, bah le lait, ça a été le lait comme ça chez nous, mais maintenant ça ne l'est plus du tout malheureusement. Ça l'est plus, mais oui, ça l'a été. Merdé comme des cons les politiques là sur ce coup-là. Parce qu'au moment où on voulait pas de lait, on en produisait trop, puis maintenant que plus personne ne produit de lait, il en manque dans le monde entier. Donc, et c'est pour ça que les prix de la whey augmentent en particulier. On pourra peut-être en parler un jour. Oui. C'est que les Chinois ils commencent à boire du lait. Bah non, ils sont nombreux. Le Chinois. Ils doivent tous être malades en plus, puisque le Chinois est nombreux. Bah, il faut bien le nourrir avec quelque chose. Hein. Donc ils se mettent à acheter des quantités faramineuses de lait, et puis nous, en Europe, on se met à en produire moins. Donc. Mais ce qu'on oublie de préciser, c'est que les Asiatiques sont dans leur très grande majorité intolérants au lactose. Ouais. À l'âge adulte. Même donc si le Chinois se met à boire une microdose de lait fois 1 milliard et quelques, ça fait des quantités astronomiques. Quoi. Ah ça c'est sûr, ouais. Donc là, l'une des grosses raisons pour laquelle le prix de la whey augmente. Donc pour revenir à notre oui, revenons à notre maïs. Le maïs, donc les gars ils ont du maïs pas cher subventionné, donc ils se sont aperçus qu'ils pouvaient en tirer du sucre.
Et c'est pour ça que ce sucre le plus néfaste de tous les sucres se retrouve largement dans toute la bouffe, c'est que il est pas du tout, comme il est subventionné, bah ça coûte pas cher du tout. Donc. Alors pour en plus, la deuxième explication qu'on peut rajouter, c'est que le sucre de table, donc le sucre blanc ou le sucre complet, enfin sucre de canne, enfin tout ce que vous achetez comme ça, c'est la même chose, c'est du saccharose, la molécule, c'est 50% de fructose et 50% de glucose. Et le sirop de glucose-fructose, donc qui est extrait du maïs, lui en plus, comme c'est une fabrication enzymatique, on peut choisir le pourcentage de fructose dans le produit final. Et le fructose, c'est ce qui donne le goût sucré au produit. Donc il y a des sirops de glucose-fructose avec 55% de fructose, d'autres avec 45%. Ça permet aussi, d'une, c'est pas cher, de deux, c'est facilement disponible, et en plus, on peut mieux contrôler la saveur sucrée. C'était pour compléter ton explication. Ouais. Et j'ai vu un truc marrant là, en attendant que ça commence. Il y avait un truc sur les sucettes, sur la 6. Alors faudrait regarder, mais j'ai l'impression que tout le monde se fait baiser la gueule. Une jeune femme qui achetait elle disait, moi je donne ces sucettes, sans, c'est pas comme on dit en français, préservatif, sans colorant, enfin oui, sans colorant, ça devait être. Sans arôme? Non, sans colorant à mes filles, parce que il y a pas de sucre. Les gens font beaucoup de confusion entre pas de sucre, bon pour la santé, alors qu'on voyait le mec qui les fabrique juste après, donc il mettait du sucre, du sirop de glucose, plus plein d'autres trucs. Donc ça m'a bien fait rire. Les gens, on peut leur baiser la gueule très facilement. Ah bah, le sucre. Ouais, alors moi personnellement, je partage pas trop ton avis selon lequel le fructose, donc du sirop de glucose fructose, serait différent de celui des fruits. C'est ça que tu disais tout à l'heure, hein? Ouais, bah il est pire, mais il faudrait regarder de près pourquoi. D'accord. Et alors donc toi, tes recommandations, c'est d'éviter tout ce qui contient sirop de glucose fructose, je pense. Mais non, mais moi, je recommande rien du tout. Mais moi, je sais que, par exemple, si j'achète 1 kilo d'orange, je peux pas manger une orange. Si j'ai 1 kilo d'orange chez moi, faut que je bouffe le filet de 1 kilo. Si j'ai 1 kilo de pommes chez moi, je peux pas manger une pomme. Parce que tu es un singe? Hein? Parce que tu es un singe? Bah, sans doute, mais donc c'est pour ça que je mange pas de fruits. Pareil avec le beurre de cacahuète. On dit tiens, prends 1 à 2 cuillères de beurre de cacahuète. Bah, c'est peut-être sympa, mais le problème c'est que j'y arrive pas. Si j'ai un pot de beurre de cacahuète, il va être fini. Donc t'es en train de nous expliquer que le fructose, ça a plutôt tendance à te donner faim, apparemment. Ah, en tout cas, non, mais les fruits, en tout cas. Alors, il y a fruits et fruits. Hein. Si c'est une fraise, c'est pas méchant. Hein. Ouais. Mais par exemple, une banane. Bah une banane, justement, c'est un bon exemple. La banane, j'ai regardé l'information nutritionnelle tout à l'heure, exacte, pour qu'on puisse aiguiller nos lecteurs. On est à exactement 50% de glucose et 50% de fructose dans le fruit. Donc on a quelque chose qui est assez proche du sucre de table en termes de molécules proprement dites. Évidemment, pour la santé, etc., il vaut mieux manger une banane que du sucre de table. Mais néanmoins, voilà, ça correspondrait à du sirop de glucose fructose 50-50, en supposant que qu'il n'y ait pas de différence, comme tu as l'air de le supposer. Et donc néanmoins, en tout cas, il y aurait peut-être des personnes qui seront, comme toi, plus susceptibles de ressentir cet effet d'appétit avec le fruit, quoi. C'est ça? En tout cas, oui. Après, si c'est pour manger une pomme, c'est pas méchant. Hein. Non, bah c'est un petit peu ce que je dis sur mon site. En tout cas, on peut se permettre a priori quelques fruits par jour sans que ce soit dramatique. Mais si on est dans des conditions, par exemple une sèche avant une compétition, etc. Bon, bah c'est vrai qu'il y a des études qui montrent que a priori même un fruit pourrait limiter l'utilisation des graisses pour fournir de l'énergie, ce qui serait défavorable à la sèche. De toute manière, c'est le sucre en général. Le sucre en général, mais là, bon, c'est une étude qui a repris Charles Poliquin là,
Et c'était intéressant, où ils avaient rajouté sur des petits déjeuners isocaloriques, donc avec le même nombre de calories, ils avaient rajouté un petit peu de fructose à un petit déjeuner avec un index glycémique bas. Et en termes de métabolisme, tout se passait comme si c'était un repas à index glycémique élevé. C'est-à-dire que l'utilisation des graisses, justement, était fortement ralentie au profit des glucides. Donc typiquement des choses qui sont pas très intéressantes pendant une période de régime ou de sèche. Enfin, dans une période de régime extrême, Oui, extrême, mais pas d'un petit régime. la sèche, c'est une période de régime extrême. Ouais, non, mais je veux dire pas le régime de Madame Michu qui veut perdre 5 kilos. Ben, je sais pas trop si Madame Michu écoutera notre podcast. Non, mais c'est pour bien préciser, parce que tout le monde ne fait pas, même ceux qui nous écouteront, ne font pas un régime pour avoir les abdos déchirés pendant 3 jours. Ah bah oui, c'est sûr. Oui, c'est sûr qu'on n'est pas en train de discuter. Ils font des régimes long terme pour être à peu près convenables. Enfin, cela dit, quand même, je donne le bonjour à Madame Michu. Si elle nous écoute, c'est toujours agréable. L'autre jour, dans le cabinet médical dans lequel je suis allé, là, il y avait une nutritionniste, et donc elle est arrivée, je l'ai vue arriver, elle était méga obèse. Ah, Méga obèse. c'était une médecin nutritionniste ou un diététicien? Non, c'était un médecin. Hein. D'accord. Donc tu te dis, Eh ben, aïe. ça redore le blason de la profession. Bah ouais. Il y en a qui savent de quoi ils parlent. Ah, ils ont testé. Bah, elle a dû tester peut-être les fruits, hein. J'ai testé pour vous. Elle a le même problème que toi avec le beurre de cacahuète et les fruits. Oui, alors, on peut parler, parce que tu me disais toujours, comme pour ceux qui me suivent en tout cas, que j'ai toujours des problèmes d'endormissement. Hein. Ah, Alors tu me disais tout le temps, faut que t'arrêtes les protéines de lait. Bah, rigole parce que tu sais que ça va vas-y. se terminer. Donc là ça fait samedi, donc tout dimanche, tout lundi, tout mardi. Je prends pas 1 gramme de protéines de lait et je dors pas mieux. Bon, bah c'était que ça devait être une fausse piste alors. Ouais, Mais par contre, j'ai moins la pêche à l'entraînement avec ma protéine d'œuf là. Et puis tu digères vachement mieux en plus. Non, enfin je crois pas qu'il y ait de différence. Non, je rigole, j'ai utilisé ça pour le goût. Je crois pas qu'il y ait de différence. Ouais, non, mais le goût, moi j'ai acheté un peu de cacao. J'ai fini par m'y faire le goût. Alors pour nos amis qui nous écoutent quand même, parce qu'ils vont peut-être pas trop comprendre pourquoi est-ce que on avait d'ailleurs tous les deux penché. Poser ça. Non, mais c'est une question qu'on peut se poser et puis qui peut être, qui peut effectivement avoir des conséquences chez les gens, des protéines de beaucoup de protéines de lait. Oui, donc c'était. En quoi beaucoup de protéines de lait peuvent empêcher de dormir? Bah apparemment c'était parce que on trouve des acides aminés libres qui sont excitateurs au niveau cérébral. Le glutamate, alors je sais pas si c'est des précurseurs ou il y en a directement. Alors apparemment d'après ce que je sais, dans les produits laitiers, il y a tendance à avoir un petit peu plus de glutamate libre que dans d'autres sources de protéines. Donc ça peut expliquer par exemple ce que tu ressens sur la baisse d'énergie pendant l'entraînement. J'ai pas d'énergie, mais j'ai moins envie de m'entraîner, quoi. J'ai moins quand il faut aller s'entraîner, tu vois, j'ai moins. Ah, mais ça c'est l'âge aussi, parce que. Ouais, mais là je suis samedi après-midi, alors. Je me suis dit, j'attends une semaine parce que je vais faire la semaine. Donc puis j'ai plein de protéines d'œufs, donc faut que je les. Et là, t'as arrêté déjà? Non, bah, j'ai dit une semaine, je tiens une semaine, comme ça je pourrais t'engueuler tous les jours. Non, mais c'est bien, comme ça on aura fait l'essai. Voilà, ouais. Donc, s'il y en a qui ressentent que de manger des protéines en poudre, ça leur donne la pêche avant l'entraînement, ça peut être dû à ça. Et si vraiment du jour au lendemain ça perturbe leur sommeil, ça peut aussi être dû à ça. Donc, voilà, effectivement. C'est une piste à explorer, mais visiblement chez moi,
Ça reste intéressant. Ouais, ça. C'est vrai que je l'ai pas vu souvent comme problème, mais bon, des fois, on est surpris. Bah oui, parce que là, il y a un gars qui disait que une gélule de oméga 3 lui file la chiasse. Oui, alors j'ai vu ça parce qu'il a posté aussi sur un autre forum que j'ai lu. Super étonnant quand même. Ouais, j'ai trouvé ça aussi assez étonnant, mais bon, ouais, ça peut arriver. Je sais pas pourquoi, mais puisque toujours pour nos auditeurs, selon le type d'oméga 3 que vous prenez, vous avez plus ou moins de chances d'avoir des troubles digestifs. Donc la majorité des gens n'ont aucun problème, quel que soit ce qu'ils prennent. Bah, ça, heureusement, parce que... Oui, heureusement. Mais donc les oméga 3 de Nutrimuscle sont des triglycérides qui sont généralement très bien supportés au niveau digestif. C'est pour ça qu'on s'étonne. Ouais, non, mais même ceux qui sont pas bien digérés, de là à avoir la chiasse. Oui, bah à partir d'une certaine dose, ça Ouais, non, finit. là la dose 1, c'est pas. Non, mais là effectivement, ouais. Donc affaire à suivre pour ça aussi. Donc tout peut arriver, quoi. Malheureusement, c'est assez imprévisible comme l'art de la nutrition est assez imprévisible et de la supplémentation. Oui, et alors à propos de supplémentation, on a une question de Thierry Tsagalos qui demande dans les gélules d'acide aminé, y a-t-il davantage de substances assimilées par rapport à un comprimé ou du liquide? Dans les gélules, dans des gélules et par rapport à quoi? À un comprimé, tu sais, compressé et du liquide. Et la même question pour les BCAA en poudre. Bah, je sais pas. En gros, il compare la galénique, quoi. Ouais, mais je pense que ça se vaut. Enfin, je dirais que ça se vaut, mais c'est vrai qu'il y a toujours des gens qui sont plus. Alors si on a un transit vraiment très rapide du style on est atteint d'une maladie de Crohn par exemple, le comprimé effectivement en théorie peut être mal assimilé, ne pas avoir le temps de se dissoudre, mais il faut vraiment être dans un sale état quand même. Et on pourrait même le retrouver dans les selles, mais normalement c'est conçu pour être dissous. C'est plus les vitamines, ça. En comprimé, tu veux dire? Ouais, faudrait que je regarde parce que j'ai les comprimés pas de sucralose, comment ça s'appelle? De Pepto-Pro. Alors, faudrait voir une fois dans l'eau en combien de temps, mais je crois que ça disparaît quand même relativement Ouais. rapidement. Donc, en plus dans l'acide, ça doit être. Mais les comprimés de multivitamines américains, là, qui sont des comprimés parfois assez imposants, qui contiennent 5500 produits et qui sont comprimés comme ça, il faut savoir que c'est quand même en général des choses à éviter, puisque j'ai déjà vu des études justement qui montraient que... moi, j'ai vu sur une radio, mais c'était c'était des VDR à l'époque. Oui, quand c'est trop quand le comprimé est trop comprimé, il peut pas complètement se dissoudre, on n'absorbe pas la totalité, donc c'est quand même un problème. Ouais, mais là, c'est des gélules. Je suis sûr que si je les ouvre, c'est pas si dense que ça. Ah non, des gélules, ça va. Je parle de comprimés. Ouais, non, mais justement, mais tu dis là où il y en a 200 millions, parce que j'imagine que t'associes quoi, parce que En général, la plupart du temps, quand on utilise des comprimés plutôt que des gélules, c'est aussi pour cette question de taille. ouais, non, mais puis non, mais c'était parce qu'à l'époque, c'était très à la mode, les vitamines en time release. Donc, Ouais. à effet différé, et je me souviens, j'avais une copine qui avait passé une radio, puis le médecin s'interrogeait pour savoir ce que c'était que vous avez une tumeur, madame, là. Et il avait reconnu la forme des vitamines. Voilà. Donc, on savait qu'elles avaient pas été du tout, elles étaient déjà dans l'intestin, mais pas du tout ouvertes. Ah oui, d'accord. Ouais, donc c'est un bon exemple. Et l'autre exemple, est-ce qu'on parle des betteraves? Bah écoute, mais je sais pas, t'as passé une radio ou Non, mais Bah si tu veux en parler, tu peux. Sinon j'ai d'autres questions. et puis une anecdote, quand on s'entraîne au World Gym à propos de ça. Alors là, on faudra boucher les oreilles de. À propos des betteraves Non, pas à propos du maïs. du maïs? Non, parce que j'ai coupé une betterave en cubes.
Ouais. Je me suis aperçu que j'avais pas du tout digéré les cubes. Mais Donc quand t'étais au Weder. non, ça c'était chez moi là. Non, c'était non mais ça fait que ça me fait penser au maïs parce que c'est pas du tout digeste. Alors au moins pour moi. Ah ouais. Donc le mec racontait donc boucher les oreilles qu'il était en train de lécher le cul d'une nana et que il a vu un grand Non mais on va peut-être s'arrêter là parce que attends, c'est là où c'est drôle. Il a vu un grain de maïs qui sortait du cul de la nana. Il a juste eu le temps de le repousser et il s'est évanoui. il s'est évanoui. Donc c'était la grosse blague pendant plusieurs mois au World Gym. Ah, effectivement. Ouais. Mieux raconté, c'est encore plus drôle. Mais... Avec des dessins. Bon. Donc on a répondu à la question de Thierry. Pour conclure sur les trucs qui sont indigestes. Oui, bah là, alors du coup, effectivement, si vous les voyez sortir, vos comprimés de vitamines, c'est que c'est pas bon. Ça, c'est clair. Ah bah donc je t'ai gardé le meilleur pour la fin, à savoir une question vraiment intéressante. Et j'espère que tu es là, tu écoutes bien. Ouais, j'écoute. Alors, beaucoup de personnes, je lis la question dans l'internaute, hein. Beaucoup de personnes disent avoir déjà fait une très bonne séance le lendemain d'une cuite. À moi, ça m'est arrivé. Y a-t-il une explication à cela? Attention, parce qu'il y a une théorie. Il y a une théorie, vue sur le net, qui dit: un troupeau de buffles va à la vitesse de ses éléments les plus lents. De même, le cerveau est limité par le fonctionnement de ses neurones les moins performants. L'alcool élimine ces neurones fatigués qui ralentissent le cerveau, et c'est ainsi que l'on optimise ses performances psychiques en picolant. Qu'en penses-tu? Ben, je sais pas, il y avait un mec qui menaçait de casser une bouteille de Jack Daniels sur la tête d'un mec qui le critiquait. Donc, je ferais peut-être demander à l'homme ventouse plutôt qu'à moi, parce que je bois pas du tout d'alcool, ce qui surprend toujours les gens, mais pas une goutte. C'est qui l'homme ventouse? Bah, devine, tu cherches l'homme qui est doté d'une ventouse. Et tu verras qui est l'homme ventouse. Je pense que tout le monde va aller regarder sur internet après notre podcast. Bon bah écoute Jérôme, on va peut-être à la prochaine. Donc oui, à la prochaine. Si vous avez des questions, on se débrouillera pour y répondre. Au revoir. Au revoir.